Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Oh, j'ai suivi le match de l'OM hier. L'OM. Oui, jouer la demi-finale retour de la Ligue. On les a sûrement battus. Ils ont fait un match nul 0-0, mais ils sont éliminés parce qu'ils avaient été battus au match aller 3-2. Et donc là, ils devaient marquer au minimum 2 buts, mais ils n'ont pas pu mettre le championnat français. Surtout qu'ils ont raté un nombre incalculable d'occasions. C'est vraiment Marseille. Les dernières erreurs techniques là, sur la dernière passe. Je t'ai dit que c'était vraiment c'était dur à suivre, quoi, parce que quand vous sortez d'un match comme Manchester City Real, après vous basculez sur un OM Feyenoord Rotterdam. Toi, tu suis quand même les matchs du jeudi. Hein. Oui. Nous, on s'arrête à mercredi. Non, mais mercredi. Non, le reste, là, souvent, il y a de bons matchs. Souvent, je dis souvent. Donc, et je me disais que comme c'était quand même le demi-finale, le niveau devait être quand même assez relevé, mais ça n'a pas été le cas. Ouais. Feyenoord passait son temps à défendre, Marseille passait son temps à attaquer, mais sans arriver à faire le dernier geste, comme on dit souvent, qu'il fallait pour pouvoir inscrire le but ou les buts de la qualification. Voilà, c'est dommage. L'OM n'ira pas à sa 6e finale. On pensait l'OM devait aller à sa 6e finale. Tu supportes l'OM? Non, je ne supporte pas l'OM, mais bon... Toi, tu supportes le Real? Le seul club que je supporte, c'est le Real. D'accord, ok. Jean-Paul, l'actualité internationale nous amène où ce matin? On va s'intéresser à ce qui se passe actuellement en France parce que il y a... on va essayer de voir si lors des élections législatives prochaines qui auront lieu les 12 et 19 avril 2022, quelle sera la composition du nouveau paysage politique français? Est-ce que ça va être toujours une domination du centre avec Emmanuel Macron et La République en marche, avec ce parti centriste qui phagocyte, si tu veux, les partis traditionnels aussi bien à gauche qu'à droite, ou bien on va voir monter en puissance des partis radicaux, les partis radicaux. Je préfère parler de partis radicaux plutôt que de partis d'extrême droite. Pour moi, en France, par exemple, le Rassemblement national devient un parti radical de droite et non pas un parti d'extrême droite. Parti radical parce qu'il est nationaliste, certes, mais il n'est pas xénophobe. Ce qui n'est pas, par exemple, le cas de Reconquête, qui est le parti d'Éric Zemmour, qui pour moi reste le seul parti d'extrême droite actuellement en France. Et puis à gauche, vous avez Jean-Luc Mélenchon, qui est en train de rejouer, si tu veux, l'épopée des années 90, avec Lionel Jospin, qui était premier secrétaire, qui était parvenu à avoir un large accord dans lequel toutes les sensibilités de gauche s'étaient rassemblées, s'étaient réunies autour de lui, et c'est ce qui lui avait permis de remporter les élections législatives de 1997, alors qu'on ne s'y attendait absolument pas. Il faut, pour ceux qui se rappellent de cette époque, le président Jacques Chirac, puisqu'il était mis en minorité par son propre camp, à l'époque c'était le RPR, il avait donc décidé, puisqu'il venait d'être élu président de la République en 1995, et la majorité des députés qui étaient là, c'était des députés qui avaient été élus alors qu'Édouard Balladur était Premier ministre. Or, on se rappelle que lors de l'élection de 1995, Édouard Balladur avait perdu cette élection-là, et donc il ne se sentait pas véritablement en phase avec cette majorité au sein de l'Assemblée nationale, et c'est la raison pour laquelle il avait attendu les 2 ans que lui accordait la Constitution pour éventuellement dissoudre cette Assemblée nationale, alors qu'il restait encore une année à cette Assemblée-là, à cette législation-là, à cette législature, pardon. Et donc, en 97, il avait décidé de dissoudre, et ça, Lionel Jospin, qui était arrivé au second tour et qui avait été battu par Jacques Chirac lors de l'élection de 95, qui était devenu naturellement le leader de la gauche, avait su négocier avec toutes les sensibilités, à savoir le Parti communiste et à l'époque les partis les Verts, les partis écologistes, et ils étaient parvenus à nouer une alliance de toutes les sensibilités de gauche. C'est ce qu'on appelait la gauche plurielle, et c'est cette gauche plurielle-là qui avait remporté les élections de 97. Malheureusement pour Lionel Jospin, il se présentera à l'élection présidentielle de 2002, et comme celle de 95 pour Édouard Balladur, il y a cette même malédiction qui le frappera. En 2002, il
perdra l'élection, il n'arrivera même pas au second tour et il aura, à l'issue de cette élection, je pense qu'il avait commis une erreur à l'époque, il avait décidé de mettre un terme à sa carrière politique. Donc, c'est ce jeu-là des alliances que Jean-Luc Mélenchon veut mettre en place lorsqu'il avait dit au lendemain de l'élection présidentielle dans un journal qu'il voulait se faire élire Premier ministre. Beaucoup de gens se moquaient de lui en disant il vient de se faire battre à l'élection présidentielle, il dit maintenant qu'il veut être élu Premier ministre. Mais dans la sémantique, ce n'était pas totalement faux, puisque s'il parvenait à avoir la majorité des députés qui sont eux des élus, eh ben eux, ces députés-là le désigneraient comme chef. Est-ce qu'il a eu cette majorité? Non, pas encore, mais elle est en train de se construire. Je ne dis pas qu'il va remporter l'élection, mais déjà, ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose déjà d'assez inédit, puisque depuis, si tu veux, depuis la victoire de François Hollande en 2012 à l'élection présidentielle, la gauche était partie en éclats. Et c'est la raison pour laquelle, lors de l'élection de 2017 et lors de cette élection de 2022, il n'était pas parvenu à une candidature unique lors de cette élection présidentielle. Et ils connaissent les conséquences de ce choix qui était qui a été non payant, qui a même été catastrophique, puisque depuis, tous ces partis-là, à l'exception de la France insoumise, sont régulièrement poussés vers les bas-fonds des suffrages. Ils ne représentent de moins en moins d'électeurs. Il ne faut pas oublier, par exemple, que le Parti socialiste a fait 4,7% lors de la dernière élection présidentielle. C'est du jamais vu depuis la création de ce parti en 1974. Jamais le Parti socialiste avait fait moins de 5%. Enfin, c'est la deuxième fois en fait. Benoît Hamon aussi. Benoît Hamon avait fait, je crois, 6,7%. Donc, en dessous de 5 quand même, c'était quand même assez frappant. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, qui est naturellement aussi le leader de la gauche, puisque c'est lui qui a eu plus de 20%, il a eu 22% des suffrages lors de la dernière élection présidentielle. Il a eu 22. Et donc, lui, il est conscient de ça. Il se dit, bon, moi, je suis le chef naturel. Et donc, il a demandé aux autres partis de gauche de venir fonder avec lui cette alliance populaire, ce qu'il appelle la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et donc, les autres partis, il faut savoir que Europe Écologie des Verts a fait environ 2, je ne sais pas combien de pourcents. Le Parti socialiste, je l'ai dit, 4,7%. Les partis communistes, n'en parlons même pas. Et donc, tous ces petits partis, se sont rendus compte que celui qui a véritablement la possibilité de les emmener vers une nouvelle victoire et vers peut-être revenir un peu au pouvoir à travers Matignon, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, bien entendu, il y a eu des résistances dans certains partis, en l'occurrence, par exemple, le Parti socialiste, qui a vu la démission de certaines figures emblématiques de ce parti-là, à l'issue de la décision, si tu veux, de l'organe de décision du Parti socialiste qui a validé l'accord passé entre la France insoumise et le Parti socialiste. Et donc là, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre sous François Hollande, ancien ministre de l'Intérieur et même ancien ministre des Affaires étrangères, lui, il a décidé de quitter le Parti socialiste, mais il quitte le Parti socialiste au moment où le Parti socialiste est au plus bas. Et Martine Aubry, par exemple, l'avait bien compris en disant qu'elle a été l'une de celles qui n'était fondamentalement pas vraiment en accord avec qui n'adoubait pas véritablement cet accord, mais elle a fait preuve de réalisme en disant que celui qui était le leader naturel de la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et donc, si on voulait espérer que la gauche revienne au pouvoir, il fallait que toutes les forces de gauche s'allient à Jean-Luc Mélenchon tout naturellement pour aller remporter cette possibilité de victoire-là. Alors, il y a, comme je l'ai dit, il y a des oppositions. Il y en a qui considèrent, par exemple, que le Parti socialiste, qui a toujours été le grand parti de gauche, devient un parti de seconde zone, un parti à la remorque. Oui, mais l'Europe Écologie Les Verts, les autres partis l'étaient aussi. La France insoumise, lorsqu'elle a commencé, elle était. Il ne faut pas aussi oublier que Jean-Luc Mélenchon, c'est un ancien du Parti socialiste qui, lui, en son temps, avait estimé que, surtout avant l'élection 2012, il avait estimé que, si tu veux, le tournant politique, ce qu'on appelle un tournant social-libéral que prenait le Parti socialiste ne l'arrangeait pas lui. Il voulait un parti de gauche qui soit plus social, disons, tourné vers la protection ou l'élargissement des protections sociales. Et donc, pour lui, le fait que la gauche embrasse beaucoup plus l'économie libérale, pour lui, c'était quelque chose de totalement inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle il avait quitté le Parti socialiste. Il a donc créé son parti, et puis son parti est devenu
la principale formation politique de gauche. Donc, il y a cette union populaire, écologique et sociale qui vient d'être mise en place. Maintenant, selon un sondage réalisé par ESMBF, selon un dernier sondage réalisé pour la chaîne de télé BFM TV, les Français pensent que Jean-Luc Mélenchon est le meilleur candidat, est le meilleur opposant à Emmanuel Macron. 37% des Français, ce n'est pas rien. Il est devant, là, cette fois-ci, Marine Le Pen, qui arrive en seconde position avec 33%, alors que Éric Zemmour, lui, il est considéré par les Français comme pas véritablement un opposant de poigne face à Emmanuel Macron. À peu près 6% des Français le pensent, ce qui n'est pas très très loin du score, par exemple, qu'il avait fait à la présidentielle de 7%. Justement, les recompositions qu'il y a à gauche, ce sont les mêmes recompositions qu'il y a à droite. Maintenant, pas dans le même ordre. Si à gauche, on est parvenu à une union de l'ensemble des grandes formations de gauche, à droite, ce n'est pas du tout le cas. Parce que il faut savoir que ni Éric Zemmour avait appelé à une union des droites, notamment à appeler à une alliance entre Reconquête et le Rassemblement national. Cette demande d'alliance-là a reçu une fin de non-recevoir de la part du Rassemblement national, parce que eux, ils n'ont pas oublié que durant l'élection, durant la campagne de la présidentielle, beaucoup de cadres du Rassemblement national avaient quitté avec armes et bagages le parti de Marine Le Pen, insistant en disant que Marine Le Pen menait le parti vers le mur, parce que en maintenant sa candidature, elle allait entraîner justement la défaite de la droite, et qu'à leurs yeux, le véritable candidat de la droite, celui qui incarnait véritablement les valeurs conservatrices de droite, c'était Éric Zemmour. Malheureusement pour eux, les urnes ne leur ont pas donné raison. Éric Zemmour est arrivé en 4e position avec à peu près seulement 7% de suffrages, loin derrière, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon qui venait en 3e position avec 22%. Donc, ils ont eu tort dans leur stratégie. Maintenant, ils ont voulu, en se disant que maintenant que l'élection présidentielle est passée, il fallait absolument une union des droites pour espérer remporter ou espérer arriver au pouvoir ou arriver à Matignon. Mais évidemment, cette rancœur-là est encore vivace parmi les cadres du Rassemblement national, et donc ces derniers ont donc refusé. Et donc Reconquête a annoncé avoir présenté à peu près, qu'elle pourrait présenter à peu près, enfin pas présenter, qu'ils ont à peu près déjà en liste 550 candidatures. Il faut savoir qu'en France, c'est 577 sièges. Et donc ça veut dire qu'ils ont quand même pas mal de candidats. Mais est-ce que ces candidatures-là vont leur permettre de parvenir à une majorité? Ça, évidemment, je ne pense pas. On est encore très très loin du compte. Et ça, c'est quelque chose qui va également peser au final, parce que de ce point de vue, du côté de, si tu veux, de la droite, il n'y a pas d'alliance entre le Rassemblement national et Reconquête, même si, comme je l'ai expliqué ici, Marine Le Pen continue sa dédiabolisation en voulant évidemment s'extirper de l'image que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite, et elle veut qu'on le considère comme un parti radical. Maintenant, si on bascule encore un peu plus vers le centre, on a eu hier droit à une grande alliance. D'abord, à deux grandes annonces. La première, c'est que la majorité présidentielle s'est recomposée. Majorité présidentielle autour d'Emmanuel Macron, qui est le dernier vainqueur de l'élection présidentielle. Et donc, cette recomposition s'est faite avec son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui a un tout petit parti, et le parti de François Bayrou, qui s'appelle le MoDem. Alors, le parti d'Édouard Philippe, qui s'appelle Horizon, s'est allié avec La République En Marche, qui ne s'appellera plus La République En Marche, et c'est ça la deuxième nouvelle que l'on a apprise hier. Le nouveau parti présidentiel s'appellera Renaissance. Il faut savoir que Renaissance, ce n'est pas un nouveau nom pour la République, enfin pour la majorité présidentielle, puisque c'était le nom qu'ils avaient pris lors des élections européennes de 2019. Apparemment, ça ne leur avait pas porté chance, puisqu'ils n'avaient pas remporté la majorité des sièges à l'époque. Mais ils espèrent que, évidemment, avec la réélection d'Emmanuel Macron, si tu veux, cet effet-là lié au fait qu'Emmanuel Macron soit réélu, donc cette espèce d'euphorie-là, ça va se poursuivre, puisque l'élection présidentielle a lieu en avril et les législatives ont lieu en juin. Depuis que le mandat présidentiel
est passé du septennat au quinquennat. À chaque fois qu'on est élu un président de la République, automatiquement, dans les 2 mois qui suivent, c'était ces couleurs qui parvenaient à avoir la majorité à l'Assemblée nationale. C'est un peu cette image-là que l'on veut casser. Maintenant, la différence, c'est que depuis qu'on est repassé au quinquennat, on n'avait jamais vu un président de la République être réélu. Le premier à être élu au quinquennat, c'était Jacques Chirac, mais c'était son 2e mandat. Il avait été remplacé ensuite par Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui sont 2 présidents qui n'avaient pas pu se faire réélire. Le premier à se faire réélire depuis le retour à l'ère du quinquennat, c'est Emmanuel Macron. Maintenant, on va voir. Les derniers sondages estiment qu'il n'y aura pas d'état de grâce accordé à Emmanuel Macron. Voilà pourquoi, pour lui, il est extrêmement important du choix du gouvernement qu'il va mettre en place là pour pouvoir préparer les élections législatives de juin prochain. Maintenant, on sait à peu près, on a à peu près quelques critères qui vont concerner le choix du futur Premier ministre. On sait premièrement que c'est un Premier ministre qui n'aura pas, qui sera beaucoup plus technocratique, fidèle en politique, qui n'aura pas l'intention de prendre un peu plus de place que celle d'Emmanuel Macron. Troisièmement, qui ait une sensibilité écologique, parce qu'il devra mettre en place la planification écologique, qui est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il faudrait que ce Premier ministre soit une femme pour que ça soit aussi un signal fort donné du côté de ces électeurs-là. Donc, voici en quelque sorte les critères, mais lorsque l'on coche toutes les cases, il n'y a pas beaucoup de femmes qui puissent répondre à toutes ces exigences-là. C'est la raison pour laquelle peut-être, on voit que ça prend un peu de temps. Donc, en général, lorsque le président est élu, le lendemain, on a le nom du Premier ministre. Or là, ça fait déjà plus d'1 semaine que Emmanuel Macron a été réélu. On sait que Jean Castex va rester en place jusqu'au 13 mai. Donc, ça lui laisse encore à peu près 1 semaine pour choisir son futur ou sa future première ministre. Dans le même temps, il devra aussi choisir ceux qui vont composer le gouvernement. On sait déjà, il a annoncé que ce sera une équipe plus restreinte puisqu'il sera là d'abord pour préparer les élections législatives de juin prochain. Et puis, une dernière chose, c'est qu'il doit aussi valider les candidatures des différents candidats, les différentes candidatures de la prochaine élection législative. Donc, il est à la fois dans tout ça et puis il doit aussi se remettre dans le bain de la politique internationale puisque hier, par exemple, il a eu un échange téléphonique de près de 2 heures avec Vladimir Poutine sans grand changement puisque, évidemment, ça a été la première fois que les 2 hommes discutaient ensemble depuis le 24 février, donc le début de l'invasion russe en Ukraine, mais il n'y a pas eu un grand changement ou une grande annonce. Voici un peu planter le décor. Les élections législatives de juin prochain seront donc un excellent moment pour voir comment est-ce que ces alliances qui viennent de se nouer à présent vont pouvoir être accueillies par les Français. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5.